Bonsoir Pierre. Bonsoir Béatrice. Merci de nous recevoir dans votre jardin. Avec plaisir, notre verger, humble verger. Alors Pierre, pour commencer, moi j'ai une question. Comment tu as commencé à t'informer, les débuts pour toi de ces questions qui touchent à l'environnement, à l'écologie? Ah, c'est une bonne question. Comment j'ai commencé à m'informer là-dessus? Je pense que c'était justement en me dirigeant vers des nouveaux médias qui sont des médias qui s'inscrivent dans un autre rapport au temps, dans un rapport au temps un peu plus lent. Et je pense à certains magazines qui pour ça en Belgique sont très bien faits. Je pense entre autres à Imagine, Demain le Monde, qui est un magazine écrit et qui prend le temps de s'intéresser à des sujets auxquels peut-être les médias quotidiens, que je différencie même on a tendance à parler de médias traditionnels, et j'aime pas trop la distinction entre traditionnel et alternatif, mais plus des médias quotidiens qui sont dans une certaine urgence par rapport au temps, ne prennent pas le temps de s'intéresser. Et donc un magazine comme Imagine, et puis il y en a d'autres, il y avait 24h01 qui malheureusement a dû s'arrêter, il y a Médor qui est toujours en cours, il y a Wilfried qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, il y a des magazines aussi qu'on voit à la télévision, je pense à Cache Investigation, Envoyé spécial, etc. Enfin, tous ces magazines qui préfèrent prendre le temps pour développer certaines thématiques au détriment d'une forme de rentabilité au niveau de l'information, au niveau du contenu, et donc c'est à partir essentiellement de ces sources d'informations-là, et puis par rapport à une conscience, je dirais amicale, dans le sens où ce sont des sujets dont on parle avec l'entourage, avec les amis, avec la famille, etc. Et donc ce mélange de nouvelles formes d'information et d'influence de l'entourage, de la famille, qui ont fait que je me suis comment un peu immergé dans ce bain d'une nouvelle information qui est une information vraiment davantage préoccupé par la qualité de la société dans laquelle on se trouve que par une forme de peut-être de rentabilité ou de productivité, et voilà, donc un peu de nouvelle forme de société. Est-ce que c'est toujours des médias que tu lis? Oui, bien sûr, plus que jamais. T'as encore le temps? Oui, je prends le temps, enfin j'essaye. Puis j'ai un peu réorganisé mon quotidien pour justement avoir le temps de continuer à lire ce genre de médias, à m'informer, etc. Et quitte à gagner un petit peu moins ou un petit peu beaucoup moins ma vie, je préfère avoir davantage de temps pour ça, pour pouvoir lire, pour pouvoir me poser, pour pouvoir m'informer, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir faire l'amour, pour pouvoir faire du vélo, enfin peu importe. Je préfère avoir un petit peu plus de temps pour tout ça que gagner un peu plus et puis courir dans tous les sens, quoi. Donc c'est aussi un temps, c'est un temps choisi, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de repenser son rapport au temps, quoi, et de se dire j'ai envie d'être dans un rapport au temps qui me permet ça, quoi, qui me permet de me poser, qui me permet de m'arrêter, de lire, de me dire allez là, j'oublie les mails, j'oublie les alertes, n'importe quoi, j'en sais rien, les newsletters, et je m'arrête, je me pose dans un canapé ou dans un fauteuil en osier, et puis je prends le temps de lire et de m'informer, quoi. Alors maintenant on va parler d'un autre média qui est le tien ou le vôtre à l'équipe. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment est née l'idée du JTR? L'idée du JTR, moi j'étais pas là au tout début. Au tout début, c'est deux amis, François et Félicien, qui se sont retrouvés autour de cette idée de créer ensemble un média qui parlerait d'information environnementale et qui fédérerait des acteurs déjà engagés dans cette thématique. Et donc l'idée c'était vraiment de rassembler des gens déjà engagés à ce niveau-là, et de les rassembler autour d'un journal. Un journal de la Terre, un journal de l'environnement, et que chacun apporte un peu sa façon de l'aborder, apporte ses réflexions, apporte ses contenus aussi, et voilà. Et donc c'est une idée qui est venue de deux à l'origine. Donc eux sont parvenus à mettre en contact tous ces acteurs
déjà actifs au niveau des réseaux sociaux, et de les rassembler autour de cette idée. Et voilà, moi je suis juste venu un petit peu plus tard pour apporter le côté rédactionnel, le côté contenu. Et donc on va revenir plus tard un peu sur le côté, sur l'affaire un peu indépendaliste et le fait que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre manière de travailler? Dans quelle structure vous travaillez La structure, c'est ça, oui, c'est comique. C'est une structure qui se remet en question de façon je dirais, oui, quasi permanente. Et c'est peut-être justement la force d'être un média indépendant. En gros, on a pour principale contrainte nous-mêmes. Donc, dans le sens où, à part les contraintes qu'on s'impose nous au niveau de l'équipe, on n'est tenu par rien d'autre. Et donc, ça, c'est propice à une remise en question permanente qui est peut-être moins permise dans des médias justement tenus par certaines obligations. Vous avez des limites directions. de temps, par exemple? Non, aucune. Non, juste celle qu'on s'impose, mais sinon c'est tout. Donc on a pour seule limite celle que l'on s'impose. Et ça c'est super vivifiant, super ressourçant, parce que ça nous laisse le champ libre pour un tas de choses, quoi. Donc vous pouvez faire un sujet avec le nombre de minutes, voire même d'heures qui vous plaît. Oui. Si on se dit, allez, on va faire une émission sur 24 heures en parlant de la disparition préoccupante des koalas du Congo, on peut. Ça, c'est chouette. Et tout à l'heure, tu m'as dit que c'était donc un média indépendant. Oui. Pourquoi avoir choisi ce modèle indépendant ? Alors, je sais pas si c'est un choix ou si ça nous, voilà, si c'est un truc qu'on s'impose. Je crois que c'est, c'est plus le type de média qui nous correspond le plus et qui justement nous permet le plus d'être sincère, quoi. Donc c'est toujours dans cette idée de sincérité, c'est que en veillant à rester indépendant, à ne pas parce que ça nous a déjà été proposé, on a déjà eu des propositions de publicitaires, mais le fait de rester indépendant nous permet justement de continuer à nous remettre perpétuellement en question, de revoir nos formats comme on l'entend, de revoir les sujets, la ligne éditoriale, de se départir de certaines obligations en termes de capsules, etc. Et donc je sais pas, finalement, je crois que c'est plus le reflet des aspirations des membres de l'équipe, en se disant, si on est dans ce média-là, c'est quand même plus pour proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître ou ce à quoi on a été bercé pendant des années. Donc c'est justement pour aller chercher quelque chose de différent. Et donc c'est dans cet effort de rester sincère et intègre par rapport à ce dans quoi on a baigné pendant des années, quoi. Donc votre média, en fait, il utilise les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook. Oui. Votre avis sur les réseaux sociaux ? C'est qu'on est très très nuancé forcément. C'est que c'est difficile d'être cohérent sur toute la ligne. Donc ça, je crois que c'est un deuil à faire. Il y a énormément de deuil à faire quand on s'engage comme média militant. Et le deuil de la cohérence, je crois, est fondamental, dans le sens où c'est impossible d'être pur. Je crois vraiment sur toute la ligne, c'est impossible. Rien qu'à travers ce que nous portons, les micros, là, les vêtements que nous portons, etc. Enfin, c'est impossible, donc je crois que c'est un deuil à faire, qui est sans doute l'un des premiers deuils. Et puis c'est toujours se dire dans quelle mesure la fin ne justifie pas les moyens, et dans quelle mesure c'est pas plus intéressant au fond d'épouser ces nouveaux médias pour mieux les déformer. Et donc de passer par eux, après tout ils sont là, et c'est une forme de pied de nez, je crois un peu. Ils sont là et donc pourquoi ne pas s'en servir pour toucher un maximum de gens, pour aller peut-être même informer, sensibiliser des personnes qui n'ont pas la chance ou privilège comme nous d'avoir eu parfois une éducation ou juste une
une conscience critique, et donc d'aller chercher ces personnes-là et voilà, juste de les toucher en espérant ouais, au moins stimuler leur esprit critique, quoi. C'est même pas les convertir, parce que ça c'est toujours aussi le truc un peu délicat, c'est l'aspect moralisateur. Non, on n'est pas là pour convertir, nous on expose notre point de vue, et puis et c'est là c'est un autre enjeu, c'est un peu l'équilibre. Comment parvenir à parler de ça sans dire ben voilà, c'est comme ça, quoi, et il faut faire ça. Non, il faut garder quand même un peu cette distance là, cette humilité de dire non, c'est pas forcément comme ça. Nous on croit fermement qu'il faut changer les modes de vie, les habitudes, qu'il faut ralentir, qu'il faut peut-être consommer moins, qu'il faut mais en continuant d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour les toucher. Il y en a qui existent, des nouveaux, mais qui sont très très peu utilisés. Donc nous, on est dessus. Je pense à Imago, je pense à WeTube, etc. On est dessus. C'est quoi Imago ? Imago, c'est une nouvelle plateforme, un peu comme YouTube, mais qui ne relaie que des médias comme Logiter, comme Le Billet Vert, comme voilà, tous ceux qui participent un peu à cette... alors j'aime pas trop le mot transition, plus à cette bifurcation, parce qu'il est très urgent de bifurquer. Ouais. Il faut arrêter de transiter, il est urgent de bifurquer et donc de passer à vraiment autre chose, un autre modèle de société pour préserver le vivant. Vous en connaissez d'autres, des plateformes comme Imago sur lesquelles on peut se faire diffuser donc Imago, WeTube, moi c'est les principales que je connais. WeTube ? WeTube, ouais. Sinon il y en a peu. Il y en a peu parce que c'est comme... le JTR, le billet vert, c'est pas très rentable, quoi. Donc ça veut dire que c'est aussi basé sur des... Alors oui, c'est vrai que dans le reflet, c'est l'un de nos torts, c'est que c'est pas diversifié. Il y a au niveau social, au niveau culturel, ça reflète un certain milieu qui est principalement un milieu citadin, de jeunes citadins privilégiés. Mais oui, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a Steph qui m'a fait un... Oui, l'entre-soi, non, c'est ça. Et ouais. Et peut-être revenir un peu sur les médias que vous utilisez principalement, Facebook, YouTube. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été censuré ? Oui, en tout cas, je pense à mon ami Félicien, son coup de gueule coécrit avec Motion Mondialisation sur justement la loi des algorithmes et comment les algorithmes nous guident vers un certain schéma de pensée a été censuré. Ça a déjà censuré. Au niveau du JTR, jamais, on n'a jamais eu de censure par rapport à des émissions. Par contre, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est une forme de censure indirecte, c'est que notre émission n'est pas promue, c'est-à-dire elle n'est pas mise en avant. Et je pense que, je sais pas exactement comment, mais il doit y avoir une certaine forme de conscience algorithmique du fait que les contenus qu'on propose et ce qui est balancé à l'antenne ne sert pas ces réseaux sociaux. Et donc, alors qu'on fédère quand même quasi une trentaine de pages qui fédèrent à elles seules des millions d'internautes, on arrive, quand tout va bien, à 200, 300 000 spectateurs par émission. Alors que potentiellement, on pourrait, je pense, en fédérer beaucoup plus. Et donc il doit y avoir quelque chose à un moment donné d'un peu algorithmique qui ne plaît pas à Facebook, à YouTube et à ceux qui sont derrière. Et voilà, et qui fait que effectivement nos émissions ne sont pas plus mises en avant que cela. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'environnement, c'est une vérité qui dérange ? Oui. Dans quel sens ? Pas l'environnement en soi, mais toutes je veux dire, les sujets que vous abordez, cette recherche pour l'écologie, pour un meilleur environnement, c'est aussi pointer des responsables. Ouais. Alors, est-ce que, pour vous, en tant que journaliste, est-ce que c'est une vérité qui dérange certains ? Oui, je pense. Oui. Inévitablement, je trouve que dans ta question, là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau vraiment entre guillemets monsieur et madame tout le monde, tu vois, où tu pourrais te dire oui, ça dérange parce que c'est une remise en question
d'un modèle de société, d'habitude, peut-être lié aussi à une forme de confort qui est un peu défiée, quoi. Donc au niveau vraiment individuel, je crois que ça peut déranger, et puis c'est pas toujours évident, même auprès de personnes déjà convaincues, de faire passer comme message que d'après soi-même, il faut peut-être revoir notre mode de vie, il faut revoir nos habitudes de consommation, il faut revoir notre mode de logement, il faut revoir nos modes de déplacement, de voyage, etc. Donc ça, c'est déjà un truc qui dérange, je crois, vraiment au niveau quasi strictement familial, donc la plus petite cellule. Et puis au plus tu débordes, au plus tu vas au-delà, au plus ça dérange, je crois. Et donc au plus tu élargis le spectre, et quand tu vas jusqu'au niveau politique et macro-politique, vraiment la politique dans son ensemble, alors oui, ça dérange terriblement, parce que ça veut dire remettre en question un système capitaliste, néolibéral, fondé sur l'accumulation de biens, la rentabilité, le profit, et le remettre en question, et ça déplaît énormément à une majorité d'acteurs, chez nous en tout cas, parce que bon, ça c'est toujours la vision un peu ethnocentrée, c'est que voilà, ça déplaît essentiellement à des acteurs puissants chez nous, mais oui, ça déplaît évidemment. Ouais, Et qu'est-ce que tu penses d'être journaliste et engagé ? Je pense que ça devrait pas être incompatible, c'est-à-dire que dans les il y a cet éternel mythe, je trouve, de l'objectivité, l'idée qu'on puisse être objectif, n'être que des rapporteurs de faits. Et je trouve que c'est parfois un truc qu'on nous enseigne un peu trop ou un peu trop fort dans des écoles de journalisme, c'est de dire le journaliste il doit recouper ses sources, et c'est vrai, il doit recouper ses sources, mais il doit rester en dehors du point de vue, quoi. Et donc il doit rester un peu extérieur à ça, et donc il doit juste recouper ses sources et rapporter l'élément le plus objectif qui soit. Et ça pour moi c'est un mythe, parce que et c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien rédacteur en chef du Monde qui disait si nous étions des objets, nous pourrions être objectifs, nous sommes des sujets, alors nous sommes forcément subjectifs. Et donc nous avons forcément des points de vue. Et donc forcément nous interprétons la réalité à partir de nos prismes, du milieu dans lequel on a grandi, des sources d'informations qu'on consulte, de la musique qu'on écoute, de la dernière peinture qui nous a marqué, du dernier rêve qu'on a fait dont on se souvient. Donc forcément on est subjectif, et donc forcément on ne peut pas avoir un point de vue neutre sur la réalité, et je préfère, et là je rejoins des journalistes qui préféraient assumer pleinement leur subjectivité. Je pense principalement à Hunter S. Thompson, qui préférait assumer pleinement sa subjectivité au détriment d'une pseudo-objectivité ou une pseudo-neutralité. Et donc il disait, quitte à être subjectif, autant l'être à fond, et alors on vit le truc, quoi. On le vit à fond. On y va, on boit, j'en sais rien, d'ailleurs on va se resservir. Mais on y va, quoi. On y va à fond. Et au moins on assume pleinement son point de vue. Alors Pierre, pour revenir un peu sur l'engagement de certains journalistes, que penses-tu, toi, des ONG environnementales et du travail qu'elles fournissent ? Est-ce que... c'est un travail complémentaire, principalement. Alors oui, c'est un travail complémentaire. En fait, dans les ONG, il y a plein de nuances. Il y a des ONG qui sont subsidiées par les gouvernements, il y en a d'autres qui sont complètement indépendantes. Je pense à une ONG comme Greenpeace, elle est complètement indépendante. Donc elle parvient à rester quand même très très fidèle à ses valeurs de base et à ne pas se laisser corrompre, et donc à mener des actions qui sont quand même des actions impressionnantes et d'envergure et qui font bouger les lignes, etc. Ce que je pense, et qui est je pense un sujet assez tabou au niveau associatif, c'est qu'il peut y avoir de la concurrence entre associations, et que cette concurrence peut être source d'un réel mal-être, et ça peut freiner énormément d'actions.
dans le sens où quand on s'engage au niveau associatif, on est idéalement porté par quelque chose de très coopératif, de très justement, on est en dehors du système marchand, concurrentiel, etc. Et donc on veut se laisser porter par des valeurs qui sont des valeurs vraiment de coopération et de solidarité. Et puis on est rattrapé brutalement comme ça par des logiques de concurrence parce que on se rend compte qu'on n'est pas tous peut-être sur la même longueur d'onde ou qu'on n'est pas tous indépendants de la même manière ou qu'on n'a pas tous la même vision de l'urgence, simplement la même conception de l'urgence et donc ça se tire un peu dans les pattes. Et voilà, et c'est néfaste parce que c'est dommage dans le sens où c'est du gâchis dans le sens où il y a au fond un même objectif commun, mais comme il n'est pas tout à fait défendu de la même manière, ça crée des concurrences. Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas, et ça nous ramène à nos propres contradictions entre coopération et compétition, entre jouer avec et jouer contre, et c'est terrible, hein. Et du coup ça piétine. Et je pense à certains rapports annuels qui sont réalisés par certaines ONG. Alors ça peut être des ONG environnementales, d'autres de défense de la liberté d'expression, d'autres défense des droits de l'homme. Est-ce que ces rapports qui sont émis ne viennent pas... disons, est-ce que ce ne serait pas normalement le rôle des journalistes de faire ça ? Oui, si. D'ailleurs, je crois qu'ils le font. Ils le font, et puis je pense aussi que les milieux sont pas si étanches les uns des autres que ça, quoi. Donc tu retrouves souvent des journalistes qui se retrouvent porte-parole d'ONG, quoi. Enfin, tu vois, et dans les deux sens, et puis des porte-paroles. Donc ce sont des... Enfin, il y a quand même une forme de... Mais pourquoi ils se retrouvent dans ces ONG ? Pourquoi ils quittent des rédactions de médias pour se retrouver dans ces ONG ? Bonne question. Ça, je sais pas. C'est des... Ouais. Ça, je sais pas. Ça doit être des aspirations personnelles. C'est peut-être voilà, t'explores quelque chose et puis tu te dis voilà, j'ai peut-être eu l'impression à un moment donné d'avoir fait le tour de quelque chose et donc j'ai envie d'explorer autre chose. Mais est-ce que justement t'es pas plus libre d'être dans une ONG ? Une question de temps, de timing, de formatage, de vérité ? Peut-être, je sais pas. J'ai jamais travaillé dans une ONG. Alors on va parler d'une autre journaliste que tu connais bien. Élise Lucet et le service public. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? D'Élise Lucet ou du service public ? Des deux et de leur et des questions sensibles. Alors, ce que je pense d'Élise Lucet, c'est qu'elle est brillante dans le sens où elle est parvenue à remettre le journalisme d'investigation devant de la scène journalistique. C'est-à-dire qu'elle parvient avec des émissions qui pourraient être d'un ennui assez mortel pour le téléspectateur, elle parvient à les rendre attrayantes. Et donc en cela, pour moi, c'est brillant, et elle le fait très bien à travers Cache Investigation et à travers Envoyé spécial. Elle rend ça, au fond, un peu sexy, et c'est pas sexiste de ma part, c'est juste qu'elle rend ça attrayant, quoi. Et en plus, c'est basé sur une réelle qualité d'enquête, d'investigation. Ils mettent les moyens pour, donc c'est du vrai service public. Pour moi, ils investissent pendant 1 an ou au moins plusieurs mois. Je sais que Cache Investigation, c'est 1 mois d'enquête. Envoyé spécial, c'est plusieurs mois d'enquête. Donc ils investissent dans l'enquête journalistique pour arriver finalement à des émissions de Cache Investigation 1h30, 2h. Envoyé spécial, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Donc c'est quand même beaucoup de moyens mis dans des émissions qui au fond sont relativement éphémères, ou en tout cas voilà, durent le temps d'un film, quoi. Et donc pour moi c'est brillant. Ce que je trouve aussi remarquable, et ça prête à discussion, mais c'est que elle est dans une déontologie qui dit on s'intéresse essentiellement à des acteurs, et des acteurs puissants qui outrepassent, parce que justement ils sont tout puissants, qui outrepassent les règles, les lois, etc. Et donc on va cibler, donc c'est quand même un journalisme à charge, on va cibler
les acteurs qui, à un moment donné, par abus de pouvoir, décident de dépasser les règles, d'outrepasser les règles. Et à partir de là, on mène l'enquête. Et donc, je trouve ça intéressant parce que ça laisse pas indifférent, dans le sens où certains disent, bah oui, ils sont sympas eux, mais ils sont quand même dans un truc super à charge, et donc on s'éloigne un peu des écoles de journalisme, où on nous dit justement, soyez dans un truc un peu, voilà, où on a le pour, le contre, le machin. Ici, on a l'impression d'avoir juste le contre. Ouais. Le contre, c'est multinational, etc. Et d'un autre côté, en fait, c'est super pertinent parce que le point de départ est un point de départ objectif. C'est un point de départ où on dit c'est multinational, outrepasse la loi parce qu'elle se croit tout permis. Et elle se croit toute puissante, et donc elle se permet de... Et ça, c'est intéressant. On va revenir peut-être un peu plus du côté des lecteurs, auditeurs. Est-ce que tu penses que leur confiance, elle s'est peut-être déplacée, allant de nouveaux médias, de nouveaux acteurs Oui et non, je pense qu'on est... Là, on parle entre personnes issues d'un certain milieu, d'une certaine culture. Et donc oui, nous, on va vers ces nouveaux médias. On va lire Imagine demain le monde, on va lire Médor, on va lire Socialterre pour les Français. On va regarder ces vidéos qui prennent le temps de décortiquer l'info, où on va s'intéresser à des magazines d'investigation, etc. Mais qui on représente, ça, pour moi, c'est... Et c'est là tout l'enjeu, et c'est l'enjeu auquel nous, je dirais au niveau du billet vert et du JTR, on n'est pas encore parvenu. C'est à vraiment décloisonner le truc et à faire en sorte que ça touche aussi bien des gens comme nous, qui sommes déjà des convaincus, et qui venons d'un certain milieu socio-culturel, et que ça aille au-delà de ça. Et ça, on n'y est pas parvenu, c'est un échec. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Ouais. Justement, on se remet en question. On en parle entre nous, on se dit tiens, comment faire? C'est difficile parce que c'est un peu comme la question de la parité quand on fait des émissions. C'est se dire ouais, mais on va pas la forcer non plus. On aimerait que ce soit 50-50 hommes-femmes. C'est pas toujours le cas, mais c'est difficile. Tu vois, tu vas pas forcer le truc. Idem au niveau des cultures, ou des origines. On aimerait que ce soit beaucoup plus métissé. Mais on va pas forcer le truc si au fond, tu vois, si pour le moment ça ne touche pas d'autres milieux que des jeunes citadins issus d'un certain milieu culturel, c'est délicat, tu peux pas forcer le truc. Ce que je pense et qui serait intéressant, c'est de développer un travail de terrain, beaucoup plus, et d'investir des terrains qui sont moins, peut-être moins préoccupés par ces enjeux-là, donc les enjeux environnementaux, d'aller à la rencontre de jeunes, comme on l'a fait avec Stéphanie qui est derrière toi, où tu vas à la rencontre de jeunes dans des cités populaires, comme du côté de Liège, par exemple, Droix-Bressou, et puis tu vas à la rencontre de ces jeunes, pourquoi pas faire une émission avec eux sur l'environnement, et puis tu vois ce qu'ils en pensent, et c'est certain que ça décloisonnerait le bazar. Ouais. Et donc, je crois que le travail de terrain pour ça est intéressant, parce qu'il ment pas, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous feriez pour un public peut-être un peu plus âgé, qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux? On irait dans les maisons de retraite. Sincèrement, c'est la question aussi de l'ouverture à la télé qui se pose. Et se dire, mais tiens, ouais, si une télé s'intéressait à nos émissions, qu'est-ce qu'on ferait? En se disant aussi que la télévision, c'est souvent synonyme, alors pas toujours, parce que il y a quand même certains canevas en soirée qui échappent à la publicité, etc. Mais c'est quand même s'ouvrir aussi au monde de la publicité, et donc perdre un peu dans son indépendance. Mais je sais pas. Moi, je pense que aussi bien pour les vieux ou que pour les jeunes, qu'a priori ça concerne moins, et ce n'est qu'un a priori, c'est sûrement pas comme... on a vu que là, dernièrement, le mouvement climat, il est repris par les grands-parents quand même. Oui. Alors bon, c'est peut-être à nouveau les grands-parents d'un certain milieu et de certains jeunes, etc. Donc c'est peut-être pas c'est sûrement pas les grands-parents de tout le monde, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y a quand même aussi
une conscience qui n'est pas seulement une conscience de la jeunesse, et ça c'est important, je crois que c'était un truc très, très politique aussi de faire croire que c'était juste le combat des jeunes. Tu vois, c'est pas seulement le combat des jeunes, c'est le combat de tout le monde. Et ça, c'est un truc que je pense que les politiciens ont eu mon dos de dire, mais non, voilà, entre guillemets, c'est juste le combat des jeunes. Non, c'est pas juste le combat des jeunes. Et les moins jeunes sont en train de le montrer maintenant. Et donc, ok, moyen. Je pense que, je sais pas, nous, à notre petite échelle, au niveau du billet vert et du JTR, je crois que c'est juste d'aller à la rencontre des gens et de faire davantage d'émissions de terrain, de sortir des studios, d'arrêter de faire semblant de faire de la télé, de faire des émissions avec les gens où tu t'intéresses au vécu des gens et où tu vas à leur rencontre là où ils sont. Et donc, là où sont les personnes âgées, c'est où à la ville, à la campagne, dans les maisons de retraite ou dans les maisons de campagne, quoi. Alors Pierre, on approche à la fin. Peut-être une dernière question sur un mot ou un conseil que tu pourrais donner à des futurs journalistes qui aimeraient peut-être défendre l'environnement. Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je sais pas, moi je suis pas... Je sais pas si je me sens légitime. Honnêtement, je sais pas si je me sens légitime pour conseiller grand-chose. C'est plus en pensant à ce que je vis. En fait, c'est marrant. Enfin, pour le dernier JTR, on a vraiment eu peur d'une chose. Donc, je vous invite à regarder le dernier JTR. C'est un JTR spécial retrouvailles. Et on a eu peur d'une chose, c'était d'une forme d'indécence. On s'est dit, on va parler du burn-out militant. C'est peut-être indécent par rapport aux gilets jaunes qui, par rapport aux militants climat, etc., mettent beaucoup plus leur intégrité physique en jeu et n'ont pas le privilège de pouvoir pleurnicher, ils n'ont même pas le temps, peut-être. Donc on s'est dit, burn-out militant, ça pourrait être indécent parce que nous on est là, militant, climat, et puis ça fait quelques années qu'on bataille et on n'a pas vraiment de résultats, alors on dirait ça. Et puis on s'est dit, on va faire une émission sur la fête, et puis là aussi ça pourrait être indécent parce que dire, on a le temps de fêter. Ouais, youpi, tout va bien, nous on continue à se bourrer la gueule et tout va bien, et ça pourrait être indécent. Mais je pense que, et ça je le pense fermement, ce qui pourrait être encore plus indécent que tout ça, quand on en a la possibilité et le privilège, c'est de ne pas au moins essayer de vivre de ce qui nous anime. Et moi ce qui m'anime, c'est principalement l'environnement, aussi la culture, et donc ça c'est vraiment les deux choses qui m'animent. Et donc je crois que ce serait vraiment indécent pour tous ceux qui n'en ont pas la possibilité et qui n'en ont pas le privilège, d'au moins essayer. Donc voilà, si j'avais un seul conseil, c'est d'essayer d'être le moins indécent possible et d'essayer tant qu'on le peut sans... faut pas non plus se mettre... je sais pas moi, c'est toujours très très fragile tout ça, mais tant qu'on le peut, essayer de vivre de ce qui nous anime. Et puis oser, y aller, puis faire des erreurs, et puis quand ça marche c'est cool, et puis quand ça marche pas c'est pas grave, et puis essayer quoi. Mais au moins avoir la décence de penser à ceux qui n'ont pas, et il y en a énormément sur Terre, et ça va bien au-delà d'ici, qui n'ont pas juste l'occasion de se dire je peux au moins essayer de vivre de ce qui me fait vibrer quoi. Et nous on a cet énorme privilège, en étant né le cul dans le beurre, c'est de pouvoir au moins vivre de ce qui nous anime, quoi. Voilà, donc ça pour moi c'est la moindre des politesses. Et en plus on fait partie de la nature, on fait partie du vivant, donc la moindre des choses c'est aussi d'en prendre soin. C'est vrai. Merci beaucoup Pierre. Avec plaisir.